les entretiens du marquis. Bonjour à tous. Bakhmout pris par les Russes. Alors, contre-offensive ou cessez-le-feu et zone démilitarisée. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail à l'aide de ces merci rémunérateurs qui font vivre la réinformation. Aujourd'hui sont à l'honneur Claire Dumay, Gilles Hubert, Isabelle Gauthier, JPLD. Merci à eux. Et puis je tenais à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien inconditionnel. C'est vous qui faites le succès de cette chaîne. C'est vous qui, grâce aux petits pouces levés, m'ont sorti un petit peu du shadowban. C'est grâce à vos gentils messages et puis aussi à la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Certains d'entre vous m'ont écrit pendant des semaines qu'il n'y avait que des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, c'est un journal un peu plus contrasté. Alors, j'ai mis ma chemise à médaille. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il y a des choses qu'on attendait et qui sont arrivées. La première nouvelle, en effet, ce n'est pas les canaux russes qui l'annoncent, mais bien le journal Le Figaro. Guerre en Ukraine, la chute imminente de Bakhmout aux mains de la milice Wagner. On s'attarde une seconde sur le titre. Ils ne disent pas que Bakhmout a été pris par l'armée russe. Non, la milice Wagner, comme s'ils voulaient dévaloriser la prise de Bakhmout. Il ne reste à peu près qu'une seule rue, puisque le quartier Domino vient d'être pris en effet par les soldats de Prigojine. Les dernières unités ukrainiennes seraient sur le point de se retirer de la ville. Alors, les nouvelles nous montrent plutôt que les soldats russes ont bien pris à peu près tout Bakhmout et que les troupes ukrainiennes auraient en effet reculé. Alors, regardez comment transformer une défaite en succès, c'est tout l'art du journalisme moderne, pour se redéployer sur ses flancs. Ce n'est pas une défaite, non, c'est un redéploiement, et ainsi la milice russe pourrait s'y retrouver piégée. Remarquez encore la périphrase très péjorative désignant les soldats russes. C'est une milice, ils n'ont même pas le droit au rang de soldats. Tout est à l'avenant, il faut transformer la défaite de Bakhmout en une très grande victoire pour l'Ukraine. On se souvient que Zelensky avait expliqué que la chute de Bakhmout entraînerait en quelque sorte la chute de l'armée ukrainienne. Eh bien, pour les journalistes du Figaro, pour tout ce qui va suivre, pas du tout, c'est une excellente victoire. Je tiens aussi à signaler que si cela a pris autant de temps, c'est que l'armée ukrainienne avait massé presque l'essentiel de ses forces devant Bakhmout. Je tiens cette information des Américains eux-mêmes et je vous renvoie évidemment aux analyses de Sylvain. Alors, lisons un petit peu cet article expliquant que c'est une grande victoire ukrainienne. Nous avons épuisé l'adversaire tout au long de l'hiver, se félicite le sergent Barny de la 10e brigade d'infanterie qui défend depuis plusieurs mois une ligne de tranchées située au nord-ouest de la ville. Ils ont eu faim, ils ont eu froid et ils ont perdu énormément d'hommes. La situation est mûre pour que nous commencions à regagner du terrain avec l'idée de couper leur ligne logistique. Alors, si je comprends bien, l'armée ukrainienne a utilisé une stratégie, ce qu'on appelle la guerre d'attrition, d'usure. Ils ont usé l'armée russe à tel point qu'ils ont gagné la bataille de Bakhmout. Vous êtes dans une logique que je ne perçois pas très bien. Le général Alexander Siskry, commandant les forces terrestres ukrainiennes, a d'ailleurs estimé jeudi, lors d'une visite près de la ligne de front, que les hommes de Wagner sont entrés dans Bakhmout comme des rats dans un piège à souris. On se souvient que Prigojine avait expliqué que Bakhmout, c'était un hachoir à viande. On a l'impression qu'il y a une forme d'inversion. Pourquoi les Russes auraient eu faim, puisque eux, ils ont de l'alimentation. Ce sont les Ukrainiens qui étaient dans Bakhmout et qui étaient dans deux mâchoires. On sait qu'ils ont eu des problèmes de ravitaillement. C'est même dit au début de l'article. C'est quand même curieux. Et puis, on n'a jamais la version du côté russe. C'est essentiellement ukrainien. Bon, vous commencez à comprendre, j'espère, mon ironie. Et puis, toujours dans le même article, acculés, les forces ukrainiennes ne peuvent entrer et sortir qu'à la faveur de la nuit à bord de véhicules blindés et doivent ensuite marcher plusieurs centaines de mètres pour rejoindre leur position. Et ils vous disent, la chute de Bakhmout ne changerait pas grand-chose. Ah, pourtant Zelensky avait dit exactement l'inverse. C'est très curieux. Et pourtant, ils avaient mis l'essentiel de leurs forces devant Bakhmout. Convaincu que sa défense a permis de fixer l'ennemi,
tout en entamant sérieusement ses effectifs. Ah oui, ce sont les Ukrainiens qui ont fait ce fameux hachoir à viande. Donc, selon les services de renseignement américains, près de 20 000 soldats ont été tués à Bakhmout depuis décembre. Il n'y a donc pas de blessés ni de morts du côté ukrainien. Qui peut croire une chose pareille? On peut avoir une ligne éditoriale, mais on n'a pas le droit de falsifier les événements à ce niveau. Parce que la première victime de cet article, c'est quand même la vérité. Je vous donne juste une carte que j'ai prise d'ailleurs sur les autorités ukrainiennes et qui montre les positions russes en rose et Bakhmout. Alors Bakhmout, c'était il y a quelque temps, Bakhmout n'était pas encore entièrement, la ville n'était pas entièrement tombée, mais qu'est-ce que l'on constate? C'est que les troupes russes entourent Bakhmout, et même s'ils ont un petit peu percé sur les flancs dans des champs, Bakhmout est adossé aux républiques de Lougansk et du Donetsk. Donc, la ville est alimentée, il y a des routes, et on ne voit pas pourquoi, par exemple, les troupes de Wagner auraient eu faim, par exemple. Il me semble que ce sont les gens qui étaient à l'intérieur, dont les routes étaient coupées, qui devaient souffrir du froid et de la faim, par exemple. Ça me paraît plus logique. Est-ce qu'il y aurait une sorte d'inversion des faits? J'en sais rien, il faudrait peut-être vérifier les choses d'un peu plus près. Alors, comme je suis taquin, je suis allé sur LCU et j'ai imaginé que face à cette grande victoire ukrainienne, Mercher, le Goyafi, Dourakovlev et compagnie devaient sabrer le champagne. Et là, au stupeur, je tombe sur ce reportage. Boudanov, qui est chef de la sécurité en Ukraine, propose une zone neutre entre l'Ukraine et la Russie pour préparer la paix. Alors, après cette grande victoire de Bakhmout, ils parlent de paix, les Ukrainiens, c'est très étonnant, et nous les voyons sur la photo en train de négocier avec la partie chinoise. Les Chinois ne parlent pas de zone démilitarisée pour l'instant, ils parlent que la ligne, dire que le cessez-le-feu se ferait sur la ligne de front actuelle. Donc c'est proposition contre proposition. On parle bien de paix. En tous les cas, la proposition de Boudanov, comme les négociations entre la Chine et l'Ukraine pour aboutir à un traité de paix, semble consterner les intervenants sur le plateau de LCU. Mais en même temps, on les comprend. Ils nous ont vendu Zelensky bronzant sur les plages de Crimée. On allait reprendre la Crimée. N'oublions pas que Pujadas et Quatremer voulaient déporter tous les natifs de Crimée vers la Russie. Et même Boudanov, par sa zone démilitarisée, concède les 4 oblasts à la Russie. Consternation, vous dis-je. À tel point d'ailleurs qu'une intervenante se révolte et nous explique que tout ça c'est irréaliste, que de toute façon la guerre doit continuer, que le canon doit continuer à tonner, qu'il y ait des destructions, des morts. Mais sur LCI, comment envisagez-vous votre travail de journaliste? Ce n'est pas un match de foot, c'est la guerre. On n'a pas à être fanatique ou partisan. Quand on veut évoquer le dossier ukrainien, il ne faut pas oublier cette nouvelle qui est très importante et à mon avis, cela va entrer dans les négociations, c'est le renouvellement de l'exportation des céréales ukrainiennes. Pour ceux qui ont vu les entretiens depuis très longtemps, vous savez que j'avais abordé ce fameux accord qui avait été signé entre l'Ukraine et la Russie, présidé par la Turquie. Eh bien, cet accord était limité dans le temps jusqu'en mai. Il vient de cesser et il n'y a toujours pas de renouvellement pour cet été. Autrement dit, les Russes ont aussi une carte à jouer pour la signature de cet accord. J'ai fait le tour de la situation ukrainienne. Nous verrons si les événements vont dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que le parti de la guerre va malgré tout l'emporter et que nous allons avoir encore, comme sur LCI, comme les désirs de LCI, une guerre pendant de longs mois, ou au contraire, les Chinois vont arriver à imposer un cessez-le-feu et un traité de paix. Nous verrons bien, mais les éléments que nous avons sont plutôt optimistes. Si vous voulez avoir un résumé de ce qui s'est passé, mais de manière humoristique, je vous mets dans la description Mosinor qui nous a fait un numéro tout à fait exceptionnel, très 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 drôle, et notamment une conversation entre Emmanuel Macron et Joe Biden sur l'Ukraine. À voir parce que beaucoup de choses sont dites avec humour, à savourer. Donc,
Nous allons maintenant aborder la censure. Vous savez peut-être, eh bien, Emmanuel Macron ne se satisfait pas du tout de cette caricature. En effet, le président de la République porte plainte contre ce tableau. Alors, je voudrais expliquer quelque chose, puisque pendant des années, je travaille un peu dans l'art, on nous a expliqué que l'art des rues, les graphes, les tags, c'était justement de l'art au même titre que tous les autres. Nous avons vu dernièrement Rima Abdul-Malak défendre Myriam Khan, qui a fait un dessin que nous jugeons tout à fait immonde. Mais elle nous a dit, il faut laisser la liberté de l'artiste. Et là, ce graffeur lecto, eh bien, c'est sa liberté. On peut peut-être lui reprocher d'avoir utilisé la réduction à Edit Leroum, le point Goldwyn, qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Il n'en reste pas moins que le 49.3 qui a été utilisé par Emmanuel Macron a été détourné de sa fonction originelle. De très nombreux constitutionnalistes, je vous renvoie à mes précédents numéros, nous ont bien expliqué que toute cette loi était anticonstitutionnelle. Alors, l'œuvre nous fait réfléchir. Elle est peut-être outrancière, mais est-ce que c'est à la Macronie de nous dire ce qui est drôle, ce qui n'est pas drôle, ce qui est de l'art ou pas de l'art? Parce que si c'est la Macronie qui nous l'impose, nous sommes en dictature et là, le tableau se justifie. Maintenant, Anne-Laurence Pétel a le droit de ne pas aimer. Elle a le droit d'avoir la nausée comme un téléspectateur français lorsqu'il regarde Emmanuel Macron aux 20h de TF1. C'est son droit le plus absolu. Mais la suite, par contre, me gêne un petit peu. Au-delà de la nausée, je me dis que l'esprit de l'auteur doit être bien malade. Je voudrais, chère Anne-Laurence, vous rappeler que lorsque l'on dit qu'une personne est bien malade, on la psychiatrise. Et que cela rappelle justement le totalitarisme soviétique. C'est pas très malin, puisque dans une certaine mesure, vous justifiez l'œuvre que vous dénoncez. Et en plus, vous ajoutez, cette chose tout à fait étonnante, un stage en Corée du Nord s'impose histoire d'expérimenter une vraie dictature. Alors, ce n'est même plus une maladresse, c'est un aveu. C'est un aveu que vous ne respectez pas la liberté d'expression. Parce que si c'est un malade, c'est à l'hôpital qu'il doit aller, et non pas en Corée du Nord. Et puis, histoire d'expérimenter une vraie dictature, mais nous sommes en train de l'expérimenter, chère Anne-Laurence Pétel. Et nous remarquons d'ailleurs que vous avez changé de degré. Autrefois, vous disiez la Chine, et maintenant, vous dites la Corée du Nord. Ça sera quoi la prochaine étape? Un tweet tout à fait étonnant qui, dans une certaine mesure, est un aveu d'impuissance et surtout un aveu de ce qu'ils sont réellement. Je voudrais quand même rappeler que le général de Gaulle a été grimé plus d'une fois, et voilà, mai 68, caricature de De Gaulle en Hitler, aucune poursuite judiciaire, mai 2023, caricature de Macron en Hitler, et là, vous avez des poursuites judiciaires. Comme le rappelle François Asselineau, le général de Gaulle ne s'est jamais abaissé, lui, à porter plainte contre ses opposants qui le caricaturaient. Il faut être un tout petit monsieur pour faire ce genre de choses. D'autant plus que le droit à la caricature d'un chef d'État est reconnu par la CEDH. Alors, on ne respecte pas les autorités européennes, Emmanuel Macron? C'est quand même assez paradoxal, cela. François Asselineau nous donne aussi une autre raison, je lui en laisse la paternité, mais je n'en pense pas moins. Et lorsqu'on parle de dictature, on parle évidemment Renaissance, on parle Corée du Nord. Voilà une loi type Corée du Nord qu'on vient d'apprendre. Un député du parti Renaissance propose la mise en place d'un système de contrôle technique pour les logements. En cas de non-conformité, le propriétaire perdrait son statut de propriétaire et deviendrait locataire de son propre appartement. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Oui, c'est la première pierre pour aller vers le système de Davos. Vous ne serez plus propriétaire de votre logement. Est-ce que l'État ne pourrait pas aider les propriétaires qui ont des problèmes de conformité? Non, on va faire en sorte de leur enlever leur logement. Seuls les très riches pourront mettre leur logement aux normes européennes. C'est monstrueux. Et il y a des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, il y a des députés Renaissance qui soutiennent Emmanuel Macron, de drôles de personnages. Puisque je parle de drôles de personnages, je voudrais évoquer cette écologiste. En effet,
Elle nous explique, faut-il aller débattre avec l'extrême droite des enjeux climatiques? Est-ce qu'on a envie de donner des billes à un parti qui est aux portes du pouvoir, qui est profondément xénophobe, raciste, homophobe? Absolument pas, répond Camille Etienne sur Quotidien. C'est ce qu'on appelle une véritable inversion accusatoire. Ce sont ces partis qui pactisent avec des mouvements fanatiques qui font la chasse aux homosexuels et ils nous accusent, nous les patriotes, d'être homophobes. Je tiens quand même à signaler que la tradition patriote, c'est de ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans les culottes, dans les alcôves. Les citoyens, quelle que soit leur sexualité, hétéro, homo, on s'en moque. Ce que l'on garantit, c'est la liberté de chacun et de faire en sorte qu'on puisse être tranquille. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai quand même souligné que les partis patriotes, Tanguy, Odoul et Florian, que nous saluons, eh bien, investissent ce genre de partis parce que justement, ils vont chercher la sécurité. Et je constate, et notamment dans mes followers, qu'il y a de plus en plus de gens, des Français de ce qu'on appelle de branche, qui viennent dans nos partis parce qu'ils savent qu'on les protégera. Parce que là encore, quelle que soit l'origine, à partir du moment où on aime la France, on est des compagnons, on est des frères d'armes. Par contre, ceux qui clivent, ceux qui font en sorte que les Français soient montés les uns contre les autres, ils se trouvent dans l'autre camp. Alors, c'est toujours intéressant, c'est qu'ils essaient de faire l'amalgame avec d'autres mouvements. Ce n'est pas les mouvements patriotes. Voilà, et je suis à chaque fois très en colère avec ce genre de choses, parce que, en fin de compte, ce n'est absolument pas notre priorité. Ce que nous voulons, c'est empêcher l'immigration illégale, parce que, comme son nom l'indique, c'est illégal. Et que la France ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Nous voyons ce qui se passe en ce moment. L'extrême délinquance dans certains endroits que vous ne voulez pas assumer. Généralement les écologistes ou certains extrémistes de la LFI. Alors, il y en a un qui vient de m'écrire et qui me dit « Oui, mais attendez, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on est d'extrême gauche. » Bien sûr, mais il y a quand même quelques excités à la France insoumise. Voilà, il fallait que cela soit dit et répété, et c'est la ligne d'ailleurs de ces partis. Ce qui fait dire d'ailleurs à de nombreux observateurs que nous ne sommes pas des partis d'extrême droite. Le gaullisme n'a jamais été un parti d'extrême droite. Maintenant que j'ai poussé mon petit coup de gueule, je voudrais parler de quelqu'un qui nous a trahis, de quelqu'un qui nous a fait énormément de mal. Je parle de Nicolas Sarkozy. Philippe Duval nous rappelle qu'il y a 3 semaines, Nicolas Sarkozy était l'homme idéal pour devenir Premier ministre de Macron. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme. On pourrait faire remarquer que s'il était malgré tout nommé, il ne dépareillerait pas au milieu des autres ministres et députés de Renaissance. Et l'histoire est terriblement ironique lorsqu'on lit ce tweet de Nicolas Sarkozy du 3 novembre 2015. Je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois. Il y a certains tweets que l'on doit regretter. Enfin, si on devait expliquer qui est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un que l'on n'aime pas. Et quelles en sont les raisons? Il nous a trahis à un niveau stratosphérique. C'est Nicolas Sarkozy qui a détruit notre souveraineté avec le traité européen. C'est Nicolas Sarkozy qui a conduit la même politique que les socialistes au niveau de l'éducation nationale, de la police, de la justice. Et en termes d'économie, il a toujours favorisé les grandes multinationales du CAC 40 au détriment des petites et moyennes entreprises. J'avais un ami qui avait une petite et moyenne entreprise en Savoie, il a fait faillite alors que il ne jurait que par Nicolas Sarkozy. Eh bien, il n'a pas revoté pour lui, évidemment. À l'élection suivante, une très grande déception, en effet. Quant à l'affaire libyenne, c'est impardonnable. Alors, quand on regarde tout le casier judiciaire, en fait, toutes les affaires qui sont en cours au niveau de la justice, il y avait de quoi le condamner. Pourquoi cette affaire? Et c'est là où on se pose des questions. Comme nous le rapporte Régis de Castelnau, la condamnation de Sarkozy dans l'affaire des écoutes n'est rien d'autre que la poursuite de la vendetta des magistrats contre l'ancien président. Un dossier vide et complètement irrégulier. On peut détester politiquement Sarkozy, c'est mon cas, et avoir des doutes sur sa probité, mais là, cette condamnation est tout à fait inique. Et nous avons appris que la présidente qui a présidé donc les débats, avait signé une tribune contre Nicolas Sarkozy. On ne peut pas être juge et parti. Lorsqu'on ajoute l'affaire Fillon,
justice expéditive et particulièrement sévère envers l'ancien Premier ministre de Sarkozy, justement, on s'interroge. Parce que les membres de la majorité, eux, semblent bénéficier d'une véritable clémence. Le chef de l'État a toute une série de casseroles, il pourrait monter une quincaillerie, il ne se passe pas grand-chose. Les procédures traînent. Et Régis de Castelnau nous apprend en effet que le parquet national financier est assez proche du pouvoir. Alors, cette affaire aurait pu, dans une certaine mesure, réconcilier les Français avec la justice. C'est exactement l'inverse. En fonction du parti, de vos origines, vous n'êtes pas jugé de manière équitable. Cela devient insupportable. Nous espérons que le prochain garde des Sceaux sera patriote et qui remettra véritablement la justice en ordre. On va changer complètement de dossier, réchauffement climatique. Alors vous avez peut-être vu des images particulièrement dures de la sécheresse en Italie, oui, toutes les inondations incroyables. Eh bien voilà que le Figaro vient lui aussi mettre son grain de sable. Une mini-période glaciaire pourrait toucher la Terre à partir de 2030. C'est corroboré par de très nombreux scientifiques, pas ceux du GIEC. D'après des scientifiques britanniques, le Soleil pourrait être confronté dès 2030 à un phénomène appelé minimum de Maunder. Celui-ci pourrait provoquer une nette baisse des températures et nous reporter au mini-âge glaciaire qui a eu lieu du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe. Eh bien, nous verrons, mais on a l'impression qu'il n'y a plus du tout de consensus sur le réchauffement climatique. Cela part des États-Unis, là nous voyons les Britanniques. Il serait intéressant que Macron et les écologistes français se mettent à la page. Allez, on va finir par une plaisanterie d'Elon Musk. Je vous avouerai qu'elle m'a bien déstabilisé celle-là. Vous verriez qui pour jouer Blanche-Neige? Gal Gadot, Anna de Armes, Rachel Zegler ou Terry Crews? Vous êtes pour qui pour Blanche-Neige? En tous les cas, les gens ont voté à 93% pour Terry Crews. Ils ont le sens de l'humour. C'est parfait. Voilà, je finis sur cette image. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et peut-être un dimanche si l'information est importante. Merci à tous. À bientôt.